Économie Le Max sur i24 News. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition. Une plongée vers l'inconnu, vers le précipice peut-être. L'Ukraine vit des heures sombres depuis plusieurs semaines. À la situation économique vacillante s'ajoute l'instabilité sécuritaire, le risque de guerre civile. Quelles conséquences sur le quotidien des Ukrainiens aux prises avec une inflation galopante? Le point dans un instant. Et puis une méthode nouvelle, mais des résultats qui ne s'améliorent pas. Et si Hassan Rouhani n'avait changé que la forme dans la gestion de la politique et de l'économie en Iran? 8 mois après son élection, le président modéré subit déjà ses premiers revers. Retour sur un état de grâce écourté en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, le point sur les dernières actualités économiques. Et d'abord la Russie, dont on va parler dans un instant. Les sanctions économiques, c'est visiblement la méthode choisie par les Occidentaux pour dissuader Moscou d'aller plus loin dans ses provocations, pour employer les termes de Barack Obama. Le président américain qui prévient, ces sanctions iront croissant en l'absence d'une désescalade en Ukraine. Alors c'est l'entourage proche de Vladimir Poutine qui est dans le collimateur de Washington. 7 responsables et 17 entreprises sont concernées. Côté européen, une réunion était au programme ce lundi. Des gels d'actifs et des interdictions de voyage sont envisagées. Et pendant ce temps, Barack Obama poursuit sa tournée asiatique. 50 ans qu'un chef d'État américain n'avait plus foulé le sol malaisien. La Malaisie très critiquée ces temps-ci par Pékin, notamment pour sa gestion des recherches suite au drame du vol MH370. Nouvelle opération séduction hier pour le chef de la Maison-Blanche qui a tenté de convaincre Kuala Lumpur de rallier le TPP, le partenariat transpacifique, vaste projet de libre-échange entre des pays d'Asie et d'Amérique. Dans l'accord commercial que nous essayons de créer, le TPP, nous voulons imposer des normes plus élevées en matière de protection du travail, d'environnement, de propriété intellectuelle, car cela devient de plus en plus une condition pour la richesse. Tout cela exige plus de transparence et de responsabilité, plus de droits, et je pense que c'est tout à fait adapté pour la Malaisie. Et à noter toujours concernant les États-Unis que le Conseil de la Fed, la Banque centrale américaine, se réunit aujourd'hui et demain pour définir le cap de sa politique monétaire. On s'attend à une nouvelle réduction à 45 milliards de dollars du programme mensuel de soutien de rachat d'actifs en parallèle du redémarrage de l'économie américaine. La croissance pourrait dépasser les 3% au deuxième trimestre. Au Japon, c'était l'euphorie en mars du côté des ventes au détail, plus 6,3% en un mois, plus 11% sur un an. C'est la plus forte progression en 17 ans. Attention tout de même, elle est survenue juste avant la hausse de la TVA de 5 à 8% au 1er avril. Première hausse de la TVA en 17 ans également, comme quoi tout s'explique. La France et le dossier n'aura pas tardé à atterrir sur le bureau du président. L'hypothèse d'un rachat d'Alstom n'est plus une simple rumeur. Après les principaux ministres, hier soir, François Hollande a reçu à l'Élysée ce lundi les PDG des 2 candidats au rachat des actifs d'Alstom dans l'énergie, l'américain General Electric et l'allemand Siemens. L'opération tournerait autour de 10 milliards d'euros. Beaucoup d'incertitudes, d'inquiétudes au niveau de l'emploi. Certains syndicats semblent privilégier l'option américaine. Ça peut être une bonne solution. Et ça serait un moindre mal pour les équipes techniques, parce que ce qui intéresse GE, c'est de conserver l'acquis technique. Dans le cas d'une reprise par Siemens, les réductions d'effectifs risqueraient d'être très sensibles, plus que dans d'autres options. Et puis un mot d'une possible opération à 100 milliards de dollars. Pfizer, le géant pharmaceutique américain, numéro 1 mondial des médicaments, a confirmé ce matin avoir fait une offre de fusion avec son concurrent britannique AstraZeneca. Ce dernier affirme pour l'heure qu'il n'entend pas renoncer à son indépendance. Une affaire à suivre. Depuis le début de l'année, la monnaie ukrainienne a perdu un tiers de sa valeur face au dollar, plus 80% en parallèle en quelques semaines pour les tarifs du gaz, un gaz si essentiel à ce pays. La production a déjà ralenti, bref, la spirale infernale est enclenchée, celle de l'inflation et de l'endettement. Et pour ne rien arranger, Kiev, qui était déjà au bord de la faillite, vit sous la menace d'une guerre civile, d'une partition. Le quotidien et l'avenir des Ukrainiens ne cessent de s'assombrir. Anthony Lesme. L'Ukraine s'enfonce dans la crise économique. Et dans ce marché de Kiev, les vendeurs font grise mine. La hryvnia, la monnaie locale, a perdu un tiers de sa valeur et les prix s'envolent. Conséquence, les clients se font plus rares
et achètent beaucoup moins. À cause de l'augmentation du prix du pétrole, tous les prix ont monté. Des produits de base comme les oignons qui coûtaient 3 roubles se vendent maintenant à 14. Même les choux sont plus chers. Vous pouvez vraiment ressentir la hausse dans les ingrédients essentiels. L'étau russe n'en finit plus de presser l'Ukraine. Les tarifs du gaz ont augmenté de 80% ces dernières semaines et Moscou exige de l'Ukraine le paiement rapide de ses dettes, estimées à plus de 3,5 milliards de dollars. Pour l'heure, Kiev cherche à gagner du temps, mais aussi à diversifier ses importations d'énergie avec la Pologne, mais aussi avec la Slovaquie. Bratislava pourrait fournir chaque année 10 milliards de mètres cubes de gaz à l'Ukraine. Je tiens à dire que notre but est de poursuivre les négociations afin que le protocole puisse être signé prochainement entre l'opérateur ukrainien Uktransgaz et l'opérateur slovaque Eustream. À court terme, ces accords ne changeront pas la donne. La situation devrait encore se dégrader. La production industrielle a déjà chuté de 5% au premier trimestre sur un an. Et pour l'année, le gouvernement prévoit un recul de 3% du PIB. Pour les gens ordinaires, les prochains mois, je dirais les 6 prochains mois, vont être certainement douloureux. Côté russe, la situation déjà difficile pourrait-elle aussi se dégrader. Le G7 a en effet décidé d'imposer rapidement de nouvelles sanctions au gouvernement de Vladimir Poutine. Et on va s'intéresser justement à cette actualité brûlante, les sanctions économiques contre la Russie, une économie russe qu'on dit déclinante, en mal de réformes structurelles, elle repose toujours sur la rente des hydrocarbures. Alors assistera-t-on dès cette année à une récession? En ligne avec nous depuis Paris, Julien Vercueil, économiste, maître de conférence à l'INALCO, et vous êtes spécialiste entre autres de la Russie, bienvenue à vous. Alors on sait que cette crise ukrainienne, elle coûte cher à la Russie, on parle de 40 milliards de dollars rien que pour l'intervention en Crimée, c'est 2% du PIB. Est-ce que Moscou, par son attitude, ne serait pas en train d'aggraver une dynamique économique déjà mal en point? La dynamique économique de la Russie est effectivement une dynamique de ralentissement depuis maintenant 18 mois à peu près, depuis la deuxième partie de l'année 2012. On a un ralentissement de type structurel de l'économie russe. Il vient de l'insuffisance d'investissement qui a été faite dans les périodes précédentes. Et je dirais plutôt que c'est l'ensemble de la crise, à la fois diplomatique et politique et régionale, qui est la cause de l'aggravation de la situation potentiellement en Russie. C'est-à-dire qu'on a une élévation du niveau d'incertitude liées aux événements politiques, aux crises, aux problèmes de tension à la frontière, qui fait que les investisseurs, les opérateurs économiques, l'ensemble des acteurs économiques régionaux hésitent à continuer leurs activités économiques, à poursuivre leurs activités économiques. Ça, c'est la première raison d'un risque de ralentissement et même de transformation de ce ralentissement en récession économique. Et une deuxième raison qui est le fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des menaces d'aggravation des tensions, notamment avec la question des sanctions. Et vous pensez que cette vague de sanctions, elle inquiète sérieusement Moscou à l'heure actuelle? Ou bien on se dit que les Européens ont trop d'intérêt en Russie, qu'ils ne pourront pas se permettre d'aller trop loin de toute façon? En fait, la question est plutôt de savoir quelle est la nature de ces sanctions, puisque il est très clair aujourd'hui que les sanctions sont en place, qu'il y a des déclarations pour aller plus loin dans le niveau de sanctions prévues. Et donc, moi je dirais que c'est plutôt de savoir de quelles sanctions il s'agit. C'est-à-dire que pour l'instant, on en est resté à des sanctions qui visent des personnes physiques, qui visent des individus, des personnalités politiques qui se trouvent impliqués de près ou de loin dans les événements que nous rencontrons aujourd'hui. On peut dire que ces sanctions-là n'ont aucun impact macroéconomique, absolument aucun, parce qu'elles sont à une échelle qui est tout à fait dérisoire par rapport aux enjeux économiques généraux. En revanche, si ces sanctions devaient changer d'échelle et s'intéresser à des personnes morales, à des entreprises ou
plus encore à des secteurs tout entiers, là on aurait un risque très important d'escalade dans les sanctions qui mimerait d'une certaine manière l'escalade sur le terrain. Et là, on aurait un impact tout à fait important, en particulier effectivement un impact sur l'économie russe, mais également en retour, et ça vous l'avez mentionné, sur les entreprises occidentales qui travaillent avec la Russie, non pas seulement parce que ces sanctions auraient un effet sur l'économie russe, mais aussi parce qu'il est évident que la Russie répondrait en touchant des intérêts occidentaux qui sont sur son territoire. Donc on se retrouverait dans une situation de perdant-perdant. Merci Julien Vercueil d'avoir répondu à nos questions. Allez, on part en Iran. Son élection il y a 8 mois avait provoqué un élan d'espoir dans le pays. Hassan Rouhani espérait, grâce aux négociations et à la levée progressive des sanctions, redynamiser une économie plombée notamment par l'inflation. Mais la récente hausse de 75% des tarifs de l'essence subventionnée et de 25% du gaz et de l'électricité n'ont fait qu'accroître le mécontentement. Alors comment les Iraniens vivent-ils l'actuel épisode de stagflation? On fait le point avec Johanna Citruc. Il avait promis de relancer l'économie. Une économie asphyxiée par les sanctions de l'Occident. Mais 8 mois après l'élection de Hassan Rouhani à la présidence, la situation de l'Iran ne s'est pas améliorée. Malgré un taux actuel élevé de 32%, l'inflation a baissé de près de 6% en un an. Le taux de change des devises étrangères s'est quant à lui stabilisé. Des conséquences de la levée d'une partie des sanctions après la signature d'un accord intermédiaire sur le nucléaire avec les grandes puissances occidentales. Mais ces effets sont invisibles pour la plupart des Iraniens. La situation s'améliorera si nous arrivons à trouver un accord nucléaire. Alors les prix des produits diminueront et deviendront stables. Les prix arrêteront de monter en flèche. Et pour ne rien arranger, le gouvernement ne renonce pas aux mesures d'austérité engagées, aux dépens parfois des plus pauvres. Les subventions publiques à l'énergie, au carburant et aux produits de consommation de base doivent encore diminuer. Des aides en baisse pour des coûts qui augmentent. Entre le 1er janvier et le 21 mars, le prix de l'électricité et du gaz a augmenté d'environ 25%. Et pour le carburant, c'est une hausse de 75% qui vient d'être annoncée. Il y a des gens qui ont des revenus élevés et pour qui les subventions n'ont pas d'importance. Ça n'a pas d'impact sur leur vie. Mais ces subventions ont un impact sur nos vies. Elles ne doivent pas être supprimées. Mais d'après la plupart des économistes, ces réformes sont nécessaires car l'Iran souffre de ce qu'on appelle la stagflation. Un mal qui combine un manque de croissance et une forte inflation. Sans compter que l'accord conclu avec les grandes puissances occidentales n'est que temporaire. Le pays n'est donc pas à l'abri de nouvelles sanctions en cas de mésentente. Toujours beaucoup de pression autour de ces négociations et c'est l'heure du Media Watch. Et on s'intéresse dans cette revue de presse à un phénomène socio-économique, l'économie dite du partage, sharing economy. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors c'est à la mode, mais de quoi s'agit-il exactement ? Alors l'économie du partage, autrement appelée l'économie collaborative, comme son nom l'indique, ce sont des particuliers qui partagent, qui échangent des services sans intermédiaire et le tout sur Internet. Alors quelques exemples de sociétés qui fonctionnent suivant ce principe ? Alors oui, premièrement il y a Airbnb qui permet de louer ou de mettre en location soit une chambre, soit tout un appartement. Par exemple, si vous voulez partir en vacances à Rome, vous pouvez trouver un appartement donc sur Airbnb, souvent moins cher qu'un hôtel. Et en parallèle, vous pouvez louer votre propre appartement, le mettre en location et gagner un petit peu d'argent, rentabiliser vos vacances. Il y a aussi l'exemple de Lyft qui propose à tous les conducteurs de se transformer en chauffeurs de taxi le temps d'un trajet. C'est une sorte de covoiturage. Plus concrètement, si vous habitez à Versailles et que vous devez aller travailler à Paris, vous pouvez proposer à d'autres personnes de faire le trajet avec vous, de vous accompagner, moyennant une petite somme d'argent. C'est moins cher que le taxi et c'est surtout beaucoup plus confortable que les transports en commun. Alors pour l'instant, ce service n'est disponible qu'aux États-Unis, mais la start-up envisage de se lancer très rapidement à l'international. En France, pour l'instant, on a un petit peu le même genre de service, ça s'appelle Uber et ce ne sont pas des particuliers, ce sont des chauffeurs professionnels. Donc ça commence un petit peu à faire le buzz. Et côté résultat, est-ce que ça marche ? Alors oui, ça marche plutôt pas mal puisqu'aujourd'hui, Airbnb comptabilise 6 millions d'utilisateurs originaires de 175 pays différents et Lyft, de son côté, a réussi à recruter 100 000 utilisateurs et à organiser environ
30 000 trajets en seulement 12 mois depuis sa création en mai 2012 jusqu'à l'année suivante en avril 2013. Et d'après un article du site internet Wired, si ça fonctionne si bien, c'est parce que les gens ont l'impression de faire partie d'une réelle communauté et ils se font confiance. Alors ça, c'est la première thèse, mais il y en a une deuxième explication possible, c'est celle du New York Mag. Si l'économie du partage rencontre un tel succès, c'est parce que les gens ont besoin d'argent, ils cherchent à rentabiliser tous leurs moments de la journée, ils cherchent à monnayer chacune de leurs actions, que ce soit en jouant les chauffeurs de taxi, en louant leur appartement, en sortant des animaux de compagnie qui ne sont pas forcément les leurs ou en partageant un bon dîner. Comme quoi tout se monétise visiblement. Alors un graphique pour finir, Johanna, édifiant, hein. Combien gagnent les grandes entreprises en seulement une seconde? Oui, c'est un graphique du site internet Business Insider qui montre à la fois les revenus et les bénéfices que peuvent gagner les grandes entreprises du secteur high-tech en seulement une seconde. Alors nous, on va se concentrer sur les bénéfices puisque c'est plus pertinent, c'est ce qui reste aux entreprises après avoir payé toutes leurs charges. Et en une seconde, certains peuvent perdre de l'argent. C'est le cas de Twitter qui perd 35 $ par seconde, alors que d'autres peuvent en gagner et parfois même beaucoup. Il y a LinkedIn, le réseau social professionnel, qui empoche 1 $ par seconde, Facebook 81 $ par seconde, Samsung 1540 $ et Apple près de 2000 $. Merci Johanna et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Le dossier Alstom notamment sera au programme et l'information continue, c'est tout de suite. Restez avec nous.